Un jour, Chuck Norris a activé la porte, donnant directement sur un trou noir. Après 38 minutes d'attente, le vortex s'est désactivé sans encombre. Oui bon, pour vous ça fait 2 semaines, mais pour moi c'était hier. On s'est toujours parmi. Bienvenue sur Comtraia Studio. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que devient la Terre et sa situation dans l'univers de Stargate. Le but étant de bien comprendre dans quelle situation se trouve l'univers de Stargate, là où il s'est arrêté, tout en spéculant sur l'avenir de la franchise. C'est le 2e épisode à ce sujet. Si tu n'as pas vu la première vidéo, c'est pas grave, tu pourras la regarder après. D'ailleurs, si tu veux plus d'informations sur l'univers de Stargate, histoire de te préparer avant le grand retour de la franchise, sache que j'ai créé une playlist où tu trouveras des vidéos détaillées. Ces vidéos ont pour but de mieux comprendre le lore là où il s'est arrêté, afin de mieux appréhender le retour inopiné de la franchise via les studios Amazon. Bref, c'est déjà trop long comme introduction, je me répète un peu, donc on va passer au vif du sujet. Dans la dernière vidéo, on a évoqué le retour d'Atlantis sur Terre, permettant à l'humanité de bénéficier d'une importante base de données et d'une force de frappe suffisante pour dissuader n'importe qui. En effet, la cité est équipée d'un fauteuil des anciens qui sert à la piloter, mais également à l'armement, des milliers de drones. Non, pas ce genre de drone. Les drones des anciens sont des armes très puissantes, utilisables en essaim ou individuellement. Ils génèrent un bouclier d'énergie permettant de pénétrer la coque de n'importe quel vaisseau. Ils peuvent alors faire plusieurs allers-retours avant de se loger dans un point névralgique de l'appareil pour exploser et créer une réaction en chaîne. Ce système d'armement est très redoutable et n'a pas d'égal. Rien qu'un jumper disposant d'une douzaine de drones peut provoquer suffisamment de dégâts pour changer le cours d'une bataille, ce qui classe la Terre parmi l'une des rares planètes disposant d'une protection efficace. De quoi appuyer les arguments de la précédente vidéo. La Terre dispose également d'une force de dissuasion importante. En tout, c'est 5 classes dédales capables de projeter des F-302 et des armes nucléaires enrichies au Naquadah. Par ailleurs, ces vaisseaux disposent de la technologie Asgard permettant de téléporter n'importe quoi, n'importe où. Ah oui, et j'oubliais, il y a aussi l'avant-poste des anciens. Déménagé dans la zone 51, il a essuyé une attaque de Dart, et aux dernières nouvelles, il est cassé. Bon, petite parenthèse spéculative, il est fort probable que sa réparation soit devenue une priorité. Par conséquent, je pense qu'il est de nouveau opérationnel. Si tu as déjà vu la précédente vidéo, tu te dis « Ok Flo, mais là, tout ça, on en a déjà parlé en fait. Jusqu'ici, il n'y a rien de nouveau. » Bon, les objectifs de la Terre sont accomplis, elle peut se protéger et dissuader. C'est là qu'on va parler de Stargate Universe. Oui, la petite sœur mal aimée, arrivée beaucoup trop tôt. Je me la suis refaite avec grand plaisir de A à Z avec ma femme, juste avant d'écrire cette vidéo. Et j'affirme que c'est pour moi la meilleure des 3, sans hésitation. Surtout la saison 2, c'est là qu'on a les moments les plus intenses de toute la franchise. Mais bon, cette vidéo n'a pas pour objectif de vous convaincre, donc si vous ne l'avez pas vue, ou que vous l'avez jugée trop vite, bah écoutez, c'est pas grave, personne n'est parfait. Quant aux autres, l'élite, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une mission pour vous. Malgré que l'intrigue de la série se passe dans une galaxie très lointaine, à bord d'une épave volante, on apprend énormément de choses sur la situation de notre bonne vieille Terre. Déjà, le programme est toujours top secret. Eli Wallace, un jeune geek intello, vient de passer 1 mois de sa vie sur un jeu appelé Prométhée. C'est bizarre, ce jeu ressemble beaucoup à la démo de Stargate World. Arrivé au dernier niveau, Eli parvient à résoudre une énigme mathématique vieille de plusieurs milliers d'années. Me dites pas que le gouvernement cache des problèmes top secrets dans des jeux pour que des types comme moi les résolvent. Bah si. En gros, comment activer le 9e chevron. Oui, parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a 9 chevrons sur une porte des étoiles. Jusqu'ici, on en a fait 7 pour activer une porte dans la même galaxie. Le 8e pour aller dans une autre galaxie, c'est un peu un code de déverrouillage. Et le 9e, bon bah ça a toujours resté un mystère depuis le tout début de la série. Mais bon, on y reviendra plus tard. La vie semble suivre son cours sur Terre. Au Pentagone, le général O'Neill gère le Wormhole Command, une organisation qui centralise les défenses planétaires.
Il prend en charge la flotte ainsi que les bases planétaires et extraplanétaires comme le site Icar ou le SGC. D'ailleurs, le SGC est toujours actif. Dans la saison 2, le colonel Telford se rend sur Langara, vous savez, la planète de Jonas, pour filouter une activation du 9e chevron. Pour cette mission, il est accompagné de Woolsey, McKay et 2 équipes SG. Il faut remarquer que les 2 tentatives du Destiné pour rallier la Terre par la Porte des Étoiles avaient toujours comme destination le SGC. Malgré tout, rien ne nous force à croire que Cheyenne Mountain héberge toujours le Stargate Command. Personnellement, mon côté nostalgique a envie de revoir la salle d'embarquement du SGC, mais bon, il est raisonnable de croire que pour des raisons internationales, le SGC a pu déménager. Dans SGU, nous n'avons pas d'informations sur la cité d'Atlantis. Elle a été citée une fois par Roche, pour nous informer que c'est dans la base de données d'Atlantis qu'ils ont trouvé la combinaison à 9 symboles. Mais nous ne savons pas si elle est toujours sur Terre, sur la Lune, ou tout simplement repartie dans la galaxie de Pégase. Quant à la SIS, elle est toujours présente pour assurer un contrôle civil sur les opérations militaires. Bon, revenons un petit peu en arrière. La Voie lactée a perdu son équilibre quand les grands maîtres Goa'uld sont tombés, laissant place au chaos dans certaines régions de la galaxie. Ces événements ont vu naître l'Alliance Luxienne. Et c'est quoi ça? Une sorte de coalition de trafiquants contrebandiers et mercenaires de tout poil qui ont uni leurs ressources pour essayer de profiter du vide laissé par les Goa'uld. Au début, l'Alliance était relativement inoffensive, mais la fragilité de la nation Jaffa leur a permis d'accroître leurs forces et de s'unifier pour créer une organisation humaine extrémiste. L'Alliance reproche à la Terre d'avoir libéré les esclaves humains en les laissant livrés à eux-mêmes. En gros, on a éliminé la menace, donc les Goa'uld et les Ori, pour notre propre intérêt, pas pour libérer les peuples opprimés. Ah mais il n'y a pas que les Simpsons qui font des métaphores sur la vraie vie. Les Luxiens représentent les humains de la Voie lactée qui ont subi 2 guerres en 10 ans. 2 guerres qui, rappelons-le, ont été majoritairement déclenchées à cause de la Tori. Au début, l'Alliance ne se souciait pas trop de la Terre. Elle faisait ses petites magouilles dans son coin en commerçant du cassa, une plante céréalière provoquant une forte dépendance. Plus tard, l'Alliance Luxienne tend une embuscade à l'Odyssée. Le vaisseau est lourdement endommagé et tombe aux mains de l'ennemi. Finalement, AG1 parvient à retrouver le vaisseau et son équipage, à l'exception du colonel Emerson qui a été exécuté. Cet événement a déclenché la guerre. Alors que les Ori continuent leur croisade, la Tori organise ses opérations contre l'Alliance. Subissant des pertes, elle décide d'envoyer des chasseurs de primes sur Terre afin d'éliminer la célèbre équipe SG1. D'ailleurs, l'un d'entre eux a presque réussi. Mais finalement, le jeu du chat et de la souris s'est retourné contre Nethan, le chef de l'Alliance Luxienne. Une fois les Ori vaincus, la galaxie a retrouvé un peu de calme. Enfin, du moins, pendant un bref instant. Kiev, colonel. L'Alliance Luxienne. Je suppose, oui, mais ils ne se sont pas encore présentés. Ils ont ouvert le feu dès leur sortie de l'hyperespace. On ne sait pas très bien jusqu'où va le conflit, mais l'Alliance a beaucoup évolué depuis la mort de Nethan. Ils sont organisés, méthodiques et ambitieux. Ce sont des seigneurs de guerre. Sur ma planète natale, ils venaient brûler nos fermes pour que les gens soient obligés d'acheter les vivres qu'ils vendaient. Ce sont eux qui disent aux écoles ce qu'on doit nous enseigner. Ils donnent des armes aux enfants et les entraînent au combat. Il y a environ 2 ans, un de leurs commandos armés jusqu'aux dents m'a enlevé en disant que si je ne rejoignais pas l'Alliance, ma famille tout entière serait massacrée. Vous voulez dire que vous n'avez pas eu le choix, ils vous ont forcé à intégrer leurs troupes, c'est ça? L'adresse à 9 symboles leur est parvenue d'après une très ancienne légende de je ne sais quelle planète paumée de la Voie lactée. Les coordonnées devaient mener à la connaissance des anciens et la puissance des dieux. Ce que je comprends par là, c'est que ça donne une énorme puissance. Digne des anciens avec l'ascension. Ils peuvent tout contrôler, le temps comme l'espace et... Comment ça? Vous croyez que le Destiné est capable de tout cela? En réalité, je n'en sais rien. Ça, c'est ce que dit la légende. Voilà pourquoi les Luxiens ont attaqué de front la base Icar. Cela dit, on peut remarquer que le Hammond ne riposte pas face aux attaques. Pourtant équipé de canons plasma Asgard, il ne devrait
faire qu'une bouchée de ces vaisseaux mers, mais il semble pourtant en difficulté. Malheureusement, nous n'aurons jamais d'explication concernant cette facilité scénaristique. À l'époque, ce point m'avait laissé perplexe. Je me suis dit, bon, peut-être que les Luxiens ont des otages. Quoi qu'il en soit, la planète de Tipicar fut détruite, ainsi que les 3 vaisseaux mers. La menace luxienne pèse sur Terre tout au long de la série. On apprend qu'elle a des espions et des vaisseaux cachés sur Terre, et qu'elle n'hésite pas à avoir recours aux pratiques de lavage de cerveau. Le colonel Telford, qui devait initialement avoir le poste de Young, se retrouve coincé sur Terre. D'ailleurs, elle n'est pas très contente. Plus tard, on apprend que c'est un agent double, ou triple, je sais pas trop, qui a subi un lavage de cerveau par l'Alliance Luxienne afin d'espionner le commandement planétaire sur les activités liées aux destinées. Une deuxième planète de Tipicar est trouvée par l'Alliance. Après activation du 9e chaudron, la planète explose à son tour. En ce moment, la Voie lactée, c'est comme un paquet de popcorn. Hein. Une seule reste à ce jour connue. On va parler, c'est Langara. Cette planète est un allié de la Terre qui a subi des pressions de la part de l'Alliance. Et le colonel Telford va tenter une démonstration de force, mais les Langara n'acceptent pas de risquer de faire sauter leur planète. Hein, pour faire passer quelques rations de combat américaines. Moi je les comprends, hein, les rations françaises sont meilleures. Pour éviter que l'Alliance ne force le passage à leur tour, sans se soucier de tout faire sauter, oui parce qu'eux ils s'embêtent pas avec ça, la Terre n'a pas d'autre choix que de défendre Langara en attendant que les tensions diplomatiques se stabilisent. Mais attends, en fait, c'est quoi une planète Icar? Alors une planète Icar, c'est une planète avec un sol riche en aquadria. C'est plus puissant et instable que le Naquadah, mais également beaucoup plus rare. En se branchant à un gisement qui donne directement au noyau de la planète, on obtient la puissance énergétique de la planète. Mais comme Icar, il faut faire preuve de finesse. Une variable dans les calculs et la planète peut exploser. Si vous connaissez le mythe d'Icar, vous savez qu'il s'agit d'un jeune homme qui a voulu voler beaucoup trop haut pour profiter de l'instant présent. D'ailleurs, ça fait vachement écho à certains personnages dans Stargate Universe. Bon, si vous connaissez pas ce mythe, je vais vous trouver une petite vidéo qui parle de ça, et je mettrai le lien dans la description. Plus tard, le Pentagone subit un acte terroriste de la part de l'Alliance. Heureusement, la bombe n'a pas sauté, mais je serais curieux de savoir comment ça a été expliqué pour le grand public, hein, parce que bon, un tel tac écrasé dans un immeuble en plein centre-ville de Washington, c'est quand même quelque chose. Bon, puis c'est pas n'importe quel immeuble non plus, hein, c'est le Pentagone quand même. Bon, faisons le point une dernière fois, s'il vous plaît. Le programme Stargate, ainsi que tout ce qu'il y a autour, est toujours top secret. La Terre a comme principal adversaire l'Alliance Luxienne, qui n'hésite pas à se balader sur Terre grâce à des vaisseaux camouflés, et même à créer des attentats. Pour autant que nous le savons, il y a toujours des Goa'uld sur Terre qui utilisent le réseau d'espions de la confrérie. La Terre dispose de redoutables moyens de défense et d'attaque, et une coopération internationale planétaire est mise en place pour gérer tout ce bazar. Nous avons des bases avancées sur d'autres planètes, possiblement des colonies ainsi que des alliés extraterrestres. Nous disposons de ressources technologiques, des anciens, via la cité d'Atlantis, ainsi que des Asgard, via la matrice de l'Odyssée. Il semblerait que la Terre est à son apogée de l'évolution. Elle est redoutable, respectée, et en même temps crainte. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir nous raconter? Quels pourraient être les objectifs quand on est arrivé à un tel niveau? C'est un peu le même problème que rencontre Marvel avec ses super-héros, qui deviennent tellement puissants qu'on ne sait plus quoi en faire. Ils ne craignent plus rien, c'est presque trop facile, et donc ça n'a plus d'intérêt. C'est pour moi le plus grand défi que va avoir à réaliser la prochaine série, en partant du principe qu'elle racontera une histoire contemporaine, et donc à la suite des événements de Stargate Universe. Je prends les paris. Oui, parce que jusqu'alors, rien ne nous dit que c'est ce qui va se passer. Il pourrait tout aussi bien nous faire une série sur l'arrivée des Goa'uld à l'époque de l'ancienne Égypte. Ah, pitié, faites-nous ça un jour, ce serait tellement cool comme concept. Bon, va bien falloir qu'un jour ça se sache. Peut-être que la prochaine série pourrait commencer avec un grand discours du président américain qui dévoile au monde entier l'existence d'un portail permettant d'explorer une galaxie
pleine de vie, hein, et que ça fait 30 ans que l'armée de l'air des États-Unis envoie des hommes sur d'autres planètes. Les tensions politiques actuelles que nous connaissons dans la vraie vie pourraient alimenter une certaine inspiration des réalisateurs. Imaginez un tel scénario se produire dans la vraie vie, remettre en perspective beaucoup de choses, du point de vue international. De plus, c'est un sujet qui touche beaucoup la génération Stargate. Hein. On a tous plus ou moins 30 et 50 ans. Je vais faire une généralité, mais c'est un peu à cet âge-là qu'on s'intéresse à ce genre de choses, hein, la politique. Bon, du moins c'est un ressenti personnel. Quoi qu'il en soit, les tensions politiques touchent tout le monde, et ça a toujours été un sujet très important dans Stargate. La coopération internationale, qui est représentée par la CIS, pourrait avoir plus d'importance dans la prochaine série. Pour le moment, il n'est prévu qu'une dizaine d'épisodes. On n'a pas la durée, ni les chiffres exacts, mais cela peut quand même nous permettre d'avoir le temps d'explorer plusieurs angles. On peut avoir un nouvel ennemi qui apparaît, mais on peut également envisager que l'ennemi serait de l'intérieur. Sur ces 2 dernières vidéos, on a pu constater que la Terre n'a plus à avoir peur de qui que ce soit. En position de force, il serait tentant pour la Terre d'imposer ses idées et ses règles au reste de la galaxie. Ce n'est pas si déconnant, hein. On a plusieurs exemples dans l'histoire de l'humanité. On peut imaginer un politique arrivant au pouvoir, déclassifiant le programme Stargate. À force de manipulation publique, il pourrait vouloir étendre l'influence terrienne sur le reste de la galaxie. Cette suggestion nous mènerait à voir nos héros s'exiler sur d'autres planètes afin de trouver une solution contre nous-mêmes. Pas besoin d'aller bien loin hein, pour trouver l'inspiration. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe par la fenêtre. D'ailleurs, on peut aussi se poser des questions sur la cohérence de certains projets, comme ceux de Elon Musk avec SpaceX. Étant donné que le multimilliardaire était dans les petits papiers de la Maison-Blanche, on peut se demander pourquoi il continue son projet spatial. Pourquoi se féliciter de faire atterrir des boosters quand on sait déjà voyager plus vite que la lumière? Bon, Monsieur Musk pourrait avoir appris que tardivement l'existence du programme, par exemple à la dernière élection de Donald Trump. Son obsession pour Mars pourrait s'expliquer par une découverte surprenante, comme par exemple la base de lancement du Destiny. Un homme comme Elon Musk peut faire subir du chantage à la CIS ou directement aux USA pour s'assurer que seul lui aura la possibilité d'y mettre les pieds. Un deal peut être signé, Elon Musk se trouve propriétaire de Mars, à la seule condition qu'il arrive à s'y installer sans technologie alien. Mais là ainsi, conflit politique et business de l'espace. Et puis imaginez quand même le design des anciens à l'époque du Destiny, mêlé à l'ambiance martienne. Ça c'est pépite ça. Si vous êtes des fans de The Expanse, vous savez de quoi je parle. Bon, ce sont des pistes très intéressantes, étant donné que la Terre n'a plus de réelle menace. Mais bien évidemment, ça peut changer. Un ancien ennemi pourrait refaire surface, ou tout simplement un Goa'uld que l'on n'a pas encore rencontré, désireux de reprendre le pouvoir sur toute la galaxie. Après tout, les Luxiens utilisent bien le lavage de cerveau. Un seigneur Goa'uld issu du panthéon grec comme Zeus, Hadès ou encore Poséidon pourrait avoir recours à ce genre de choses pour convaincre l'Alliance Luxienne de foutre le boxon dans toute la galaxie, et par la même occasion, détruire ou diviser la Taurie. Mais oui, après tout, dans SG1, on a déjà vu des Goa'uld ressurgir de nulle part. Je pense bien évidemment à Anubis, mais aussi à Osiris ou Sekhmet, des dieux très anciens, très puissants, à l'origine de la dynastie des Goa'uld. N'allez surtout pas voir ma vidéo sur les Goa'uld. Alors vous me direz, redondant ou pas très original, mais soyons réalistes. Les studios ne prendront pas le risque de faire des antagonistes Furlings ou HN. Ils vont jouer la carte de la sécurité et faire du moderne avec du vieux. Ils savent très bien que le public n'aime pas les prises de risques. Hey, souvenez-vous de SGU. Les studios utiliseront la même recette qui a toujours fonctionné pour cette franchise. C'est pourquoi je suis sûr que ce sera une histoire au présent mêlant science-fiction et mythologie, avec pourquoi pas plus de politique. Alors attention, ce n'est pas forcément ce que je souhaite. Personnellement, en 2017, j'ai commencé à écrire sur Wattpad une fanfiction racontant la suite. Mais je suis nul pour écrire ce genre de choses, voilà, c'est pas trop mon truc. Même si je pense avoir eu quand même quelques bonnes idées. Bon, si vous voulez tout savoir, ça s'appelle Stargate Renaissance.
J'en ai parlé dans ma première vidéo de l'année avec Arnaud, c'est pareil, il n'allait pas la voir. Mais sachez que tout est possible. Pour un studio de cinéma, recréer des décors comme le SGC, ou le Destiné d'ailleurs, n'est pas si compliqué. Bon, Atlantis c'est peut-être un peu plus délicat, mais c'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, on sera bien obligé de prendre ce que l'on nous donne. En attendant, on ne peut que spéculer sur l'avenir en gardant bien en tête que rien ne se passera comme on l'imagine. Sinon, on risque d'être déçu pour rien. Avant de terminer, j'ai quelque chose à te dire. Si tu te rends sur la page d'accueil de Comtria Studio et que tu cliques sur Post, tu tomberas sur un sondage concernant Stargate Universe. Je te laisse découvrir ça par toi-même. Tu peux également en profiter pour t'abonner sans oublier la petite cloche. Ici on parle Stargate, on fait de l'exploration, des courts-métrages, bref, on rigole bien et on est super heureux de partager ça avec toi. Bon allez, à très vite sur Comtria Studio. Et moi, je me demande comment il garde la tête sur les épaules alors que moi j'ai l'impression de perdre la mienne rien qu'en écoutant tout ça.